Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 3 de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous allons parler de la phobie scolaire avec Odile et Christelle, les présidentes de l'association Phobie Scolaire France. Mais alors, pourquoi traiter de ce sujet sous le prisme du genre ? Eh bien, premièrement, car c'est pour nous la suite logique à l'épisode sur le bizutage, car généralement, l'événement se déroule dans le cadre scolaire et ce genre d'événement traumatisant peut déclencher une phobie scolaire, phénomène encore très méconnu et sous-estimé. Pour en parler, qui de mieux que les personnes concernées ? Nous écouterons le témoignage d'Odile et Christelle en tant que maman d'élèves victimes de phobie scolaire et ensuite 3 jeunes qui l'ont vécu. Commençons alors par la présentation de nos intervenantes. Donc bonjour, je suis Odile Mandagaran et je suis la présidente de l'association Phobie Scolaire APS, une association de parents qui a été créée en 2008. Je suis également une maman qui a été concernée par la phobie scolaire. Ma fille Pauline a développé une phobie scolaire à partir de la 4e, donc au collège. Une phobie scolaire qui a duré 4 ans, 4 années que nous avons traversées difficilement, 4 années complexes, un parcours où soudainement tout bascule, où l'on oscille entre l'incompréhension, la colère, la culpabilité. Penser enfant avant élève, c'est la phrase qui m'a le plus aidée, je crois, lorsque j'ai pris contact avec l'association. Cette phrase m'a aidée à lâcher prise, à penser qu'une scolarité pouvait ne pas être linéaire et à ne rien lâcher sur les soins, les bilans, les accompagnements. Donc, lâcher prise sans rien lâcher, c'est un petit peu le motto de l'association. Aujourd'hui, Pauline va bien, elle est en 3e année de droit et c'est la raison pour laquelle m'investir, c'était vraiment une évidence pour moi. Accompagner les parents sur ce chemin sinueux et destructeur et participer à la connaissance et à la reconnaissance de la phobie scolaire en France. Donc, c'était très, très important pour moi et c'est ce à quoi je m'emploie quasi quotidiennement. Bonjour, moi c'est Christelle Schnitzler, donc je suis vice-présidente de l'association Phobie Scolaire. J'habite en Alsace, donc je suis à 40 km au nord de Strasbourg et donc je me suis investie dans l'association depuis un petit peu plus de 6 ans. Tout d'abord parce que je suis une maman concernée par mes 2 garçons. Ils ont tous les 2 à leur manière déclenché une phobie scolaire et en fin de compte 2 profils et 2 parcours totalement différents. Ça m'est un petit peu tombé dessus avec l'aîné, ça a démarré à l'entrée en 6e, donc 2 mois après, il m'a appelé un jour, il m'a dit « Maman, viens me chercher, je me suis échappée de l'école ». Ça a été assez brutal, on va dire, son décrochage, ça s'est fait du jour au lendemain. Et après, ça a été vraiment un parcours des plus chaotiques. Voilà, il y avait beaucoup… déjà, moi, je n'ai pas mis les mots phobie scolaire dessus. L'école, enfin le collège en lui-même n'a pas non plus émis cette hypothèse. Ça a été un petit peu du bricolage pendant 2 mois. Il essayait d'y aller 2 heures par jour, enfin recopier des cours. Et en fin de compte, ça a empiré, on va dire, en janvier. Et là, ça a été, en fin de compte, il y a un jeune qui l'a repéré et il s'est rajouté du harcèlement scolaire. Donc là, ça a été un petit peu une descente aux enfers parce qu'en fin de compte, je pensais que les adultes qui seraient en face de moi seraient plutôt aidants. Et là, ça a plutôt été le mur en béton armé. Et là, ça a vraiment été grosse déception parce qu'on s'attend un petit peu à plus d'aide et de bienveillance. Et ça a été tout le contraire. Et beaucoup d'incompréhension. En fin de compte, on a très vite fait face à du jugement. Alors, je rentrais dans le cliché de la maman séparée. Donc forcément, les familles monoparentales, la maman trop fusionnelle, enfin, j'ai eu droit à tout ça. Et que c'était ou mon fils qui ne faisait pas assez d'efforts, ou bien que moi, j'étais
ou bien je surcouvais, ou bien j'étais trop laxiste. Enfin, voilà, il y avait toujours quelque chose, en fin de compte, qui clochait, mais que, apparemment, chez mon fils et moi. Et puis, en fin de compte, l'entrée en cinquième il a tenu 20 jours, parce qu'on avait dénoncé, on va dire, en fin de compte, le harcèlement. Et il s'est retrouvé le premier jour de la rentrée, il rentre et il me fait: maman, ils l'ont mis dans la même classe que moi. Voilà, ça a été, et là, après, ça a été un parcours, on va dire, très dur. Je suis passée par l'école à la maison, on a fait un CNED réglementé, sans compter toutes les démarches administratives, enfin, toutes les justifications. On rentre dans un monde de justification, c'est-à-dire que la parole du parent ne vaut plus rien. Et alors, il faut des certificats médicaux, il faut des bilans, il faut attester tout ce qu'on dit. Et en fin de compte, comme c'est un petit peu une forme d'handicap invisible, en quelque sorte, ça fait qu'on n'attire pas vraiment l'écoute et la bienveillance, mais c'est plutôt le jugement et la culpabilisation. Donc, c'est vrai que ça a vraiment été très, très dur. Et puis, le regard social. Alors là, on a été complètement, comment dire, écarté. C'est comme si mon enfant devenait contagieux, qu'il pouvait contaminer les autres jeunes ou des choses comme ça. Et il y a eu un réel isolement. Beaucoup de jugements aussi dans le contexte familial, hein, donc les proches ou autres qui vous culpabilisent aussi. Le fameux mais lui, un coup de pied au cul et puis il ira déjà. Donc, enfin voilà, je crois qu'avec l'aîné, on a tout fait. Enfin, on a tout eu, on a le droit à tout. Ça a été très dur et en fin de compte, je suis tombée sur l'association. J'ai fait des recherches. Mon enfant n'arrive plus à aller à l'école et je suis tombée sur le site de l'association. Je suis arrivée dans leur groupe Facebook et puis là, on réalise qu'on est loin d'être seul parce que on a un grand sentiment de solitude. Et là, on réalise qu'il y a des démarches, on peut prendre les choses en main. Et en fin de compte, c'est ce qui m'a permis de remettre un petit peu, d'avoir un fil conducteur. Parce qu'en fin de compte, la feuille de route de l'association, c'est ça, ils disent, voilà, fouillez un petit peu, regardez pourquoi votre enfant déclenche une phobie scolaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fin de compte, c'est là où j'ai découvert plein de choses sur le profil de mon enfant, sur ses comportements, tout ce qui explique, en fin de compte, que lui, en fin de compte, n'a pas réussi à suivre le même chemin que les autres jeunes de son âge. Et ça a permis, en fin de compte, de mettre des prises en charge qui sont aussi des fois, on va dire, un petit peu compliquées, mais ça fait qu'on a commencé à avancer. Et ce qui a été salvateur pour lui, ça a été sa reconnaissance de victime de harcèlement. C'est ce qui a déclenché, on va dire, lui, sa sortie, parce qu'il a été quand même dans une dépression sévère, avec phobie scolaire, phobie sociale. Ça en allait jusqu'à, on ne pouvait plus sortir. Bien, si on sortait, j'en ai une couverture, je vais le cacher dans la voiture pour que personne ne puisse le voir. Enfin, c'est assez impressionnant, hein, les réactions physiques. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis juste waouh, enfin, le chemin parcouru. Et là, c'est en fin de compte, comment dire, la prise en charge, en fin de compte, thérapeutique a été le plus important, la reconnaissance de son harcèlement. Et c'est ce qui l'a sorti, on va dire, de sa dépression. Et à partir du moment où il est sorti de cet état, là, on a avancé. Donc, et ça a été vraiment jour et nuit. Et il a évolué d'une manière très surprenante. Donc aujourd'hui, c'est un jeune homme qui va vers ses 18 ans et qui a repris sa vie en main et donc qui effectivement avance à son rythme. Alors, ça n'a pas été un parcours académique, hein, il n'a jamais réussi à retourner à l'école malgré 3-4 tentatives. Mais aujourd'hui, on passe par d'autres chemins pour qu'il trouve sa voie, en fin de compte, et qu'il s'épanouisse en quelque sorte dans sa vie. Donc ça a été vraiment le parcours, on va dire, qui a été le plus impactant en tant que parent. Et c'est ce qui a fait aussi que je me suis engagée au niveau de l'association, parce que c'est vrai qu'il n'y avait personne dans ma région. Et là, ça a été pour moi, je dis, on ne peut pas laisser les gens dans l'ignorance, on ne peut pas les laisser seuls. Et qu'il était important, en fin de compte, d'en parler et justement d'informer les gens pour éviter des chemins aussi dramatiques, parce que c'est très, très compliqué. Donc, et c'est ce qui m'a permis aussi de réagir totalement différemment pour mon deuxième, qui vit pareil, lui, ça a été fin sixième, les enfants avaient vraiment peur que je m'ennuie dans ma vie. Et en fin de compte, lui, ça a été un problème physique qui a déclenché le trouble anxieux. Et là,
la prise en charge, on a tout de suite mis tout en place. On va en parler un petit peu après de tout ce qu'on conseille en quelque sorte dans la prise en charge d'un déclenchement de phobie scolaire. Et comme on l'a eu dès les premiers symptômes, il n'a jamais totalement décroché. Et en fin de compte, lui, au bout de 2 ans et demi, il a raccroché les wagons. Aujourd'hui, il prépare un bac pro et il retourne au lycée, il prend le bus, il va à la cantine, enfin des choses qui, quand on est vraiment dans la phobie scolaire, dans le pire en quelque sorte, c'est des choses qui me paraissent totalement irréelles. Donc, c'est vrai que quand ça redevient quelque chose de normal, on apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui fait que j'ai commencé par être correspondant régional de l'association. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé, on a grandi, et puis on a eu de plus en plus de monde qui arrive, et puis qui fait qu'aussi, je me suis engagée en tant que vice-présidente. Qu'est-ce que la phobie scolaire ? La principale définition utilisée, la phobie scolaire, il s'agit de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent de se rendre à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou d'angoisse si on les force à y aller. C'est une angoisse massive et incontrôlable donc, qui met ces enfants dans l'incapacité totale de réfléchir. On note un effet de saturation qui neutralise toute leur capacité de réflexion et même d'apprentissage. Alors pourquoi appelle-t-on cela phobie scolaire ? Tout simplement parce que c'est une manifestation qui a lieu dans le milieu scolaire. On parle aujourd'hui de 3 à 5% d'enfants ou d'adolescents qui sont atteints de phobie scolaire. Donc, que se passe-t-il lorsqu'un enfant ne peut pas aller à l'école ? Donc, comme je vous le disais, c'est un enfant qui veut aller à l'école, mais qui ne peut pas aller à l'école. Ce n'est pas un caprice, c'est une réelle souffrance. Donc, le coup de pied aux fesses ne marche pas. Ça n'a pas fait vraiment ses preuves. On parle d'absentisme et de décrochage. On a coutume de dire et de voir sur le terrain que l'absentéisme et le décrochage ne sont que les conséquences de la phobie scolaire. Donc, ce sont des enfants qui sont souvent absents, souvent malades. On note un absentéisme perlé, un repli sur soi également, une incapacité d'expliquer ce qui se passe de la part de l'enfant. Et une souffrance qui peut être souvent invisible. Lorsque la phobie scolaire commence à arriver, je dirais, effectivement, on peut être terriblement maltraitant avec nos enfants. Pour nous, aller à l'école, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. On va bosser, on va travailler, donc notre enfant va à l'école. Donc c'est vraiment un cas qui est très, très fréquent au début de la phobie scolaire. Donc, j'aimerais bien faire le lien avec le décrochage scolaire. Il faut bien faire la différence entre école buissonnière et phobie scolaire. Donc, la phobie scolaire, on trouve derrière des troubles anxieux, une souffrance avec des traductions psychosomatiques. Donc, je le répète encore, c'est un enfant qui veut aller à l'école mais qui ne peut pas. Et parfois, il peut toujours aller en classe avec une grande souffrance. Le décrochage scolaire, les causes sont tout autres que le trouble anxieux. Ce sont des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui éprouvent un certain désintérêt pour l'école. Et ces enfants-là, on ne les retrouve pas chez eux. Ils sont plutôt à l'extérieur. Un point également sur lequel on voudrait porter attention, c'est le biais sociologique. C'est-à-dire que dans les milieux défavorisés, on a un fort taux d'absentéisme scolaire et on se dit que peut-être ce sont des phobies scolaires qui s'ignorent. C'est-à-dire que ces jeunes, ces enfants, on ne parle pas forcément de phobie scolaire dans leur entourage. Leur milieu ne va pas forcément consulter, ne va pas forcément chercher pourquoi leurs enfants vont mal. Donc, il est important aussi de travailler dans des collèges ou des lycées qui sont en zone défavorisée pour permettre à un maximum de familles
de se rapprocher de nous et de permettre ainsi à leurs enfants d'avoir les meilleurs soins. Écoutons le premier témoignage. Bonjour, je m'appelle Ewen, bachelier depuis maintenant quelques mois, et je vais vous raconter mon expérience de la phobie scolaire ou du trouble anxieux scolaire, qui a selon moi démarré en maternelle lorsque j'ai vécu cette séparation et cette entrée dans un nouveau monde qui a, à mes yeux et d'après moi, jamais été un monde fait pour mon apprentissage. Très tôt, j'ai ressenti des difficultés à m'y rendre, à me séparer de ma mère ou de mon père, et à me sentir dans un milieu convenable, à sociabiliser avec d'autres. Les raisons peuvent être très diverses en fonction de chaque personne. J'ai rencontré énormément de gens vivant cette situation. Dans mon cas, je pense sincèrement que le milieu scolaire classique n'était absolument pas fait pour moi. La fonction et le mode d'apprentissage utilisé, qui utilise beaucoup la mémoire, n'a jamais été un milieu convenable à mes yeux. Ce trouble anxieux scolaire, développé en maternelle, s'est accentué lorsqu'en primaire, j'ai vécu du harcèlement, non pas physique mais moral, avec des discriminations qui ont rendu cet apprentissage et ce rendez-vous quotidien en école primaire encore plus difficile. C'était un rendez-vous quotidien avec ces personnes qui me faisaient du mal et ce mal-être a grandi jusqu'au point où j'ai eu besoin d'un soutien d'une équipe éducative. Dans les écoles primaires, c'est le RASED, donc des réseaux de psychologues de l'éducation nationale et de professeurs engagés. Et lorsque je suis arrivé au collège, j'ai eu besoin de l'aide d'un psychologue professionnel, ainsi que de l'intégralité de l'équipe éducative pour réussir à me maintenir dans ce milieu avec un PAI, un projet d'accueil individualisé, me permettant de rater quelques heures qui seraient rattrapées grâce à mes camarades de classe me donnant les documents ou mes professeurs, ou encore d'avoir des dispenses pour l'EPS, qui est une matière importante, mais qui est aussi parfois une source d'angoisse. Et aujourd'hui, je vis encore avec ce trouble anxieux scolaire qui fait toujours partie de mon quotidien, que j'ai vécu durant toute ma scolarité au lycée, mais qui ne m'a pas empêché d'avoir mon bac. Le tout est d'apprendre à vivre avec. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est un milieu où il faut apprendre à vivre, et avec beaucoup de soutien, d'apprentissage et beaucoup d'aide. Grâce à certaines aides de l'État et du département, ou à certaines aides des établissements scolaires, comme des aménagements d'épreuves, des aménagements d'emploi du temps, j'ai pu continuer ma scolarité à temps plein et réussir à me présenter à chacune des épreuves. Le tout n'étant pas de voir ça comme un problème à régler, mais comme une difficulté avec laquelle il faut vivre, comme peuvent l'être beaucoup de difficultés que l'on rencontre dans notre vie. Quels sont les premiers signes qui alertent ? Donc les premiers signes qui doivent nous alerter lorsqu'on est parent, les premiers signes peuvent être physiques, donc des maux de ventre, des vomissements, des diarrhées la veille ou avant de partir à l'école, des maux de tête. On peut noter aussi des douleurs musculaires ou des douleurs d'origine inconnue, des crises d'angoisse, des sensations d'étouffement, le nœud dans la gorge et des insomnies. On peut également noter des changements de comportement à la maison ou à l'école. Souvent, ces enfants ont un taux d'agressivité qui augmente. Ils peuvent également souffrir de troubles alimentaires, de troubles du sommeil. Les absences deviennent de plus en plus fréquentes. Ils souffrent de dévalorisation. On entend souvent « je suis nulle, je suis bon à rien, j'ai plus envie de voir mes copains ». Ils traînent des pieds pour aller aux activités sportives ou autres. Donc un certain repli sur soi. Des échappatoires, beaucoup de mensonges pour éviter d'aller à l'école. Et un changement d'apparence également. C'est assez notable, je dirais, sur les filles qui commencent à peut-être colorer leurs cheveux ou à s'habiller de manière différente.
peut-être autant d'appels à l'aide ou au moins à interpeller. On peut aller jusqu'à des comportements dans les cas les plus graves qui les mettent en danger, donc des idées suicidaires, j'ai plus envie de vivre, des menaces de fugue, des fugues, des scarifications. Suivant l'âge du jeune, notamment chez les adolescents au collège ou au lycée, on note beaucoup d'addictions à la drogue ou à l'alcool. Et parfois, aucun changement à l'école, c'est-à-dire que l'enfant ou le jeune a un masque souriant. Tout se passe à la maison ou au portail de l'école, au retour des parents. Et ce sont souvent les parents qui constatent ce changement, qui est le résultat de la compensation de la journée pour ces enfants. Donc on parle du syndrome du masque souriant, qui est à prendre en compte. Donc pour les parents, c'est un tsunami, c'est une prise de conscience brutale qu'il y a un problème majeur. Ça arrive très vite, souvent on ne voit pas venir les choses. Avec le recul, on mesure que pour la grande majorité, depuis les petites classes, les signes étaient là. On n'a pas voulu les voir, les enfants ont compensé jusqu'au moment où ils craquent de manière rapide, fulgurante et violente. Donc 9 fois sur 10, tous les signes dont je vous ai parlé là disparaissent hors période scolaire et réapparaissent de manière très violente à chaque retour de vacances et le dimanche soir. Alors le mal-être et la souffrance de ces jeunes les poussent à mettre un système de défense en place, un système de protection. Ils peuvent devenir agressifs, donc mentir à ses parents, à ses enseignants, tout cela pour cacher ses faiblesses. Il se dispute avec ses camarades, il cherche le conflit. Et tout cela fait que l'isolement s'aggrave, le repli sur soi s'aggrave, et l'enfant a de moins en moins la possibilité d'aller en classe. On note aussi un mutisme, de l'agressivité et une baisse des résultats scolaires. Donc, dans la plupart des cas, ou dans de nombreux cas toutefois, les parents ne remarquent rien, car le jeune s'évertue à cacher sa souffrance à sa famille. Il culpabilise, il ne veut pas nous faire de peine, il connaît l'importance pour nous, parents, des résultats scolaires. Donc, il essaie de nous préserver et de ne pas nous inquiéter davantage. Donc, il perd le côté social. Ses absences font que il est stigmatisé ils sont stigmatisés dans la sphère scolaire, dans la sphère amicale également. Christelle parlait tout à l'heure du fait que ces enfants n'étaient plus invités aux anniversaires. Je l'ai vécu aussi avec ma fille. Lorsqu'on a un enfant en phobie scolaire, on est un petit peu hors norme. On a une étiquette de parents laxistes. D'enfants qui refusent, d'enfants qui va mal, et on est mis à l'écart à la fois donc, dans la sphère scolaire et dans la sphère professionnelle. Y a-t-il des profils types de jeunes atteints de phobie scolaire ? Donc la phobie scolaire, elle touche indifféremment les filles et les garçons, ainsi que tous les milieux sociaux professionnels. La grande majorité des jeunes décrochent soit à l'entrée au collège, soit en 4e. On note depuis 2 ans ou 2 ans et demi une forte recrudescence dans les petites classes. On a de plus en plus de familles qui nous rejoignent, dont les enfants sont au CP, donc à partir de 6 ans. Et également au lycée. Alors, il y a encore quelques années, les lycéens étaient beaucoup moins touchés par la phobie scolaire, c'est-à-dire que le pic était au collège et que ces enfants, bien pris en charge, reprenaient de manière fréquente un cursus, je dirais pas linéaire, mais classique au lycée. Quelles peuvent être les causes de la phobie scolaire ? Qu'est-ce qui peut la déclencher ? Parmi les causes,
c'est le harcèlement qui est la cause majeure de la phobie scolaire. Donc, l'étude du docteur Leïla Benoît montre qu'un enfant sur deux en phobie scolaire a subi du harcèlement, donc du harcèlement entre jeunes, ou bien de la part d'un adulte également au sein de l'établissement scolaire. Les chiffres du harcèlement sont en forte augmentation et le harcèlement débute maintenant en classe primaire, dans les petites classes, ce qui pourrait expliquer justement cette augmentation des cas de phobie scolaire dans ces petites classes. La deuxième cause, ce sont les troubles anxieux généralisés ou la dépression, le burn-out de l'enfance également. On fait souvent le parallèle entre la phobie scolaire et le burn-out des adultes, de par le côté soudain de ces troubles et l'incapacité totale à se rendre sur son lieu, soit école, soit travail. On a également des hauts potentiels qui cachent des troubles associés. Alors, le haut potentiel en lui-même n'est pas une des causes de la phobie scolaire, ou très peu. Par contre, lorsqu'une famille arrive dans notre association, on lui demande de faire des bilans. Donc, des bilans pour détecter quels sont les troubles associés et qui sont à traiter en priorité. Donc, parmi ces troubles, on trouve les troubles des apprentissages, les DIS, la famille des DIS, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. On trouve également des troubles du spectre autistique, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, des TDA, des TDAH. Ce qui peut être également à l'origine d'une phobie scolaire, ce sont les chocs émotionnels, le décès ou la maladie d'un proche ou d'un animal, des événements familiaux graves ou même suite à un déménagement. On trouve également des maladies rares, des maladies auto-immunes comme l'épilepsie invisible. De plus en plus, on retrouve des questionnements sur le genre, sur l'orientation sexuelle, transidentité, homosexualité et l'angoisse de séparation, donc surtout chez les plus jeunes. Une grande majorité des phobies scolaires surviennent alors par des comportements toxiques extérieurs qui peuvent être discriminants ou harcelants. Contre le harcèlement, nous avons vu lors de notre épisode sur les problématiques sociales des jeunes avec Madame Brigitte Sabot qu'il existe une méthode efficace pour sortir du harcèlement. Il s'agit de la méthode de préoccupation partagée. Le mieux étant également de sensibiliser en amont pour éviter toute dérive. Ensuite, au niveau de la discrimination, Odile nous dit qu'il peut s'agir de discrimination de genre, ethnique ou bien LGBT. Contre la LGBT-phobie, le sexisme et le racisme, il est important de varier les représentations dans les supports éducatifs pour ne pas perpétuer l'image omniprésente du naturel homme blanc valide, hétéro et de catégorie socio-professionnelle supérieure. Et enfin, sensibiliser dès le plus jeune âge sur la notion de phobie scolaire pour déjà éviter d'avoir des comportements qui peuvent en déclencher. Et ensuite, pour savoir mettre un mot sur ce que l'on ressent si c'est le cas. Sensibiliser autant les élèves que la communauté éducative. Et peu importe, on va dire, l'origine du mal-être, la première chose, c'est ça, c'est simplement d'être à l'écoute et de les accompagner. Donc, et c'est un petit peu, voilà, on a parlé de l'angoisse de séparation, alors on a bien précisé que l'angoisse de séparation, c'est quelque chose dont on peut parler, on va dire, jusqu'à peu près l'âge de 3 ans. Et puis, il y a eu comme un phénomène, un cliché qui est resté, qui a perduré et depuis de nombreuses années, c'est que ça serait, voilà, à chaque fois qu'un enfant a un problème quelque part et que il n'arrive pas à avancer, en quelque sorte, les mots angoisse de séparation sont collés dessus, comme si c'était, c'est ça, et puis en fin de compte, c'est la photo parent référent, et bien souvent, le parent référent qui est derrière, c'est la maman. Donc, il y a des raccourcis qui sont faits,
on entend comme quoi l'angoisse de séparation est à l'origine de la phobie scolaire. Alors, on entend également, ou bien c'est des parents trop faibles, insolents, surprotecteurs, trop complices, voire fusionnels. Enfin, des clichés qui malheureusement sont encore bien trop présents dans les dialogues non seulement parents-établissement et parents-thérapeutes. À partir du moment où on n'est pas informé, qu'on ne connaît pas certains sujets, c'est quelque chose qui se met en place très vite. Si ça ne marche pas, c'est la faute aux parents. Et si ce n'est pas la faute aux parents, ça va être la faute à l'enfant. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même, ils sont en train de réaliser qu'on est loin de tout ça. Je pense dans les établissements scolaires, beaucoup. Et par contre, dans le monde de la thérapie, il y a différents courants. Et il y a un courant qui est très délétère pour nous, qui est le courant de la psychanalyse. Alors, c'est vrai que je suis peut-être très virulente sur ce thème-là, parce que j'ai subi un pédopsychiatre qui est dans le courant de la psychanalyse et qui a été dévastateur dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché, en fin de compte, à nous aider, mais qu'il a plutôt, en fin de compte, dès le deuxième rendez-vous, il a commencé par culpabiliser mon fils. Pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Qu'est-ce qui te prend? Enfin, c'était assez... je pense que le premier rendez-vous, quelqu'un de très sympathique, et le deuxième rendez-vous, il nous a... C'est comme s'il nous avait cassé d'un coup. Et là, ça a été... Moi, je suis restée à côté un petit peu hébétée. Avec le recul, je me dis, j'aurais dû réagir, j'aurais pas dû le laisser faire ou des choses comme ça. Mais comme pour nous, voilà, ce sont des médecins psychiatres, enfin pédopsychiatres, qui logiquement sont là pour nous accompagner, pour aider à avancer, ça a été, c'était la douche froide à chaque fois. On peut faire beaucoup de choses au niveau de la pédopsychiatrie. Encore une fois, l'éducation de l'enfant est attribuée à la mère, l'angoisse de la séparation est donc sa faute. Stigmatisation du rôle de mère, déresponsabilisation du père dans la gestion de l'enfant, encore un travail à faire sur les représentations sexistes des parents. Écoutons le deuxième témoignage. Alors j'ai 22 ans et ma phobie scolaire s'est déclarée au collège, au passage du collège à la petite école, où je me suis retrouvé dans un endroit avec beaucoup plus d'élèves, de monde, et absolument pas loin de mon village, quoi. Au début ça a été, les premiers temps, j'ai essayé de me faire des amis et tout, mais c'était pas facile. Et j'ai commencé à me retrouver seul, à faire des crises d'angoisse qui se sont accentuées au fil des jours et des semaines, jusqu'à avoir carrément des crises qui m'empêchaient de respirer, qui me poussaient vers la sortie à tout prix. J'inventais toutes les excuses du monde pour pouvoir quitter l'établissement. Il fallait que je rentre chez moi. Après, j'avais un contexte familial qui était conflictuel à l'époque, donc je pense qu'il jouait là-dessus. Au début, j'ai eu du mal à me faire comprendre par mes parents, parce qu'ils pensaient sûrement que c'était par pas envie d'aller à l'école, comme tous les enfants. Mais moi, c'était plus que ça, c'était vraiment... je pense qu'il y avait aussi la peur de la foule, et un problème en moi, un blocage. C'était vraiment au-dessus de mes forces, et ça réveillait... peut-être pas un instinct de survie, mais j'aurais vraiment tout fait pour ne pas y aller. Donc j'ai été pris au sérieux au bout d'un moment, et j'ai commencé à essayer d'aller voir des professionnels pour m'aider, des psychologues. J'en ai vu plutôt pas mal. Entre-temps, je me suis inscrit au CNED pour quand même essayer de pas perdre trop en niveau. Et j'ai continué un peu comme ça, donc avec le CNED et des psychologues qui m'ont fait plus ou moins avancer, mais en tout cas pas retourner à l'école. Du coup, d'avoir travaillé à la maison, j'ai redoublé ma sixième, pardon. Et j'ai fini par rencontrer une dame, une psychologue très bien, qui m'a vraiment pris au sérieux et m'a redonné confiance en moi. Elle m'a aidé à le faire, mais je pense aussi que ça venait de moi, et que le pas était franchi. Et la rentrée qui a suivi, j'ai réussi ma rentrée en cinquième, du coup, j'ai réussi à franchir le portail du collège.
Et donc c'était grâce à cette dame, mais surtout grâce à moi aussi. Je l'ai fait tout seul. Et au final, une fois que je me suis fait un ami, deux amis, j'ai joué une fois au foot dans la cour du collège et c'était fini. J'étais tout l'inverse du petit garçon qui avait peur d'y aller. Maintenant, limite, si j'étais pas assez... Ah non, mais j'étais même content d'y aller. Donc voilà, il faut pas perdre espoir. Si des parents ou des enfants qui ont ce problème écoutent, il faut pas lâcher. Faites confiance à vous, faites-vous confiance. Et moi, en tout cas, c'était peut-être l'un des plus gros problèmes de ma vie, mais j'ai surmonté ça. Je me dis souvent que je peux surmonter n'importe quoi du coup, et voilà, ça m'a rendu plus fort au final. Moi, j'ai un message à passer aux parents, c'est que à un moment donné, suivez votre intuition, écoutez-la. Je veux dire, OK, en tant que parent, on ne peut pas tout savoir, et puis je crois que les professionnels non plus ne peuvent pas tout savoir, mais que ça doit plus être dans une coordination, une coopération. Et ça, c'est encore très problématique aujourd'hui, c'est que la parole du parent n'est pas assez prise au sérieux. Je veux dire, nous, on vit H24 avec nos enfants, 7 jours sur 7. On les voit s'écrouler, on les voit s'effondrer, que le parent réagisse. Voilà, quand vous avez votre enfant qui vous regarde à l'âge de 12 ans, il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Maman, je n'ai plus envie de vivre ». Voilà, je veux dire, moi, je mets au défi n'importe quel parent de dire « Oui, ça va passer ». Donc, oui, bien sûr que le parent, il s'effondre avec. Je veux dire, ça serait complètement incohérent de ne pas craquer avec son jeune. Mais c'est ce que je leur disais tout le temps à l'époque. Je leur ai dit, OK, on a le droit de craquer, mais on n'abandonne pas. À un moment donné, si vous voulez, quand la phobie scolaire vous tombe dessus, vous avez l'impression de vivre qu'à travers le prisme de la phobie scolaire. Et tout tourne autour de ce qui ne va pas. Et là, c'est important, en fin de compte, de sortir l'enfant du contexte, l'envoyer par exemple chez les grands-parents, des amis, ou de la famille, pour permettre déjà aux parents de prendre du recul et de se reposer, mais également à la fratrie s'il y en a une. C'est quelque chose aussi de très difficile au niveau de la fratrie, d'avoir un frère ou une sœur qui a une phobie scolaire. Donc voilà, de vraiment se trouver des temps de pause, parce qu'il est important, on va dire, de bien prendre conscience qu'une prise en charge de phobie scolaire, ça ne se calcule pas en semaines ou mois, mais en années. Comment pouvons-nous les accompagner, Christelle ? Alors, au niveau de l'accompagnement, nous, on propose aux familles, en fin de compte, de mettre en place le trio gagnant. Donc, le trio gagnant, pour nous, c'est, en fin de compte, l'interaction entre l'école, la famille et les thérapeutes. Et tout ce monde-là, on va dire, gravite autour de l'enfant pour la prise en charge. Donc, très important, voilà, dans ce dialogue-là, enfin, nous, on invite à créer ce dialogue. C'est vrai que c'est souvent les familles qui sont déclencheurs. On leur dit, tournez-vous vers l'établissement scolaire, demandez une réunion d'équipe éducative. C'est le premier pas, en fin de compte, pour mettre des choses en place. Et là, c'est important aussi parce que bien souvent, entre le moment où on demande le rendez-vous, et il y a quelques semaines, des fois, qui passent pour qu'on arrive à l'avoir, ça réunit, en fin de compte, le directeur d'établissement, l'infirmière scolaire, s'il y en a, l'assistante sociale, l'enseignant référent, on a aussi la famille, et si le jeune aussi peut venir, voilà, il est aussi invité à cette réunion. L'objectif principal, en fin de compte, c'est de trouver des solutions ensemble. Et c'est c'est vraiment très important pour nous, et d'expliquer, parce que bien souvent, il se passe des choses à l'école, il y a des choses qui se passent à la maison, l'un et l'autre ne savent pas, en fin de compte, ce qui se passe de l'autre côté. D'où l'importance, en fin de compte, d'en parler. Et ensuite, il y a aussi l'équipe de thérapeutes. Alors, c'est vrai qu'on invite très vite à mettre une prise en charge thérapeutique en place. On se retrouve quand même aujourd'hui face à un phénomène qui devient de plus en plus compliqué, c'est les délais pour avoir un premier rendez-vous, que ce soit non seulement au niveau des médecins, des pédopsychiatres, mais également de psychologues qui sont un petit peu plus spécialisés. Et on a des délais qui peuvent aller de plusieurs mois, voire à des listes d'attente, en fin de compte, où les parents n'ont même plus de délai pour savoir quand est-ce que leur jeune va pouvoir être pris en charge. Voilà, c'est quelque chose qui va être très problématique. Il est déjà aujourd'hui, et j'ai bien peur que ça ne va pas s'améliorer au cours de l'année qui vient. Et là, d'où l'importance, en fin de compte, que l'école et la famille réalisent qu'on peut déjà faire beaucoup de choses à ce niveau-là.
rien que en fin de compte, avec l'établissement scolaire, on peut mettre beaucoup de choses en place. La première chose que nous, on invite, c'est la pause. Nous, on dit aux parents, mettez votre enfant en arrêt pendant 3 semaines. Alors, c'est-à-dire, en arrêt, il ne fait pas de cours, il ne récupère pas de cours, on le laisse tranquille. Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils arrivent à un tel état de saturation, et Odile l'avait dit précédemment, que nous, on parle de burn-out de l'enfance. Donc, à ce moment-là, bien précis, votre jeune n'est plus capable d'enregistrer quoi que ce soit ou de faire un effort quelconque. Donc, et cette pause-là, ce temps de pause, c'est plutôt le temps de la mise en action avec l'établissement scolaire. Les premiers rendez-vous, ouvrir le dialogue avec l'établissement, vérifier s'il n'y a pas de harcèlement, repérer peut-être est-ce qu'il y a un profil qui va vers les troubles des apprentissages, prendre tous les rendez-vous pour justement aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la phobie scolaire, que ce soit des bilans orthophoniques, orthoptiques, psychométriques. Il y a beaucoup de choses en fin de compte qui peuvent être explorées, tout en essayant de trouver un médecin référent qui va être pilote en quelque sorte de tous ces bilans pour analyser, on va dire, le retour. Et là, pendant l'attente des bilans, c'est important que, je pense là, dans cette période-là, les plus grands acteurs, ce sont l'établissement scolaire et la famille. Et là, de vraiment être on teste ce que l'enfant est capable de faire à l'instant T. S'il n'arrive plus à mettre les pieds dans l'école, là, ça va être plutôt de la récupération de cours. Il va essayer de faire quelques exercices, de voir en fin de compte ce qu'il est capable de faire. Et ensuite, s'il arrive encore à venir, tout de suite passer sur un emploi de temps aménagé, très important. Je veux dire, pour éviter, et pas qu'ils viennent tous les jours. C'est vrai que, moi, j'ai pas réalisé tout de suite, mais avec l'aîné, on a fait 2 heures par jour pendant 3 mois. Et il y allait 2 heures pour recopier des cours. Donc, c'était la seule chose qu'on m'avait proposée au départ. Mais là, en fin de compte, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire ça l'a dégoûté de l'école, ça l'a dégoûté des apprentissages. Et puis, même une forme où il m'en voulait parce que je le mettais pour 2 heures pour recopier des cours. Donc voilà, c'est important que là, on lève le pied et nous, on parle de retour progressif, c'est-à-dire on commence par exemple par 2 heures par semaine et on va prendre une matière où il est à l'aise, où il se sent à l'aise. Alors, ça peut être une matière qu'il aime, ça peut être peut-être lié à un enseignant. Il y a plein de choses en fin de compte à tester, à faire. Peut-être des fois simplement quand ils sont plus jeunes, comme le disait Odile, on a quand même de plus en plus de cas de phobie scolaire avant le collège. Là, ça peut être continuer à garder le contact, il vient aux récréations. Il participe aux activités extrascolaires. Donc, il y a plein de choses, en fin de compte. Dans cette phase-là, on peut tester énormément de choses. Mais là, c'est vraiment, il faut que les établissements scolaires soient conscients qu'il est important de sortir de ce côté, il faut des notes, il faut qu'il soit à l'école. Aujourd'hui, il y a des aménagements qui existent et où on peut mettre des choses en place et qui sont reconnus par l'Éducation nationale. Donc voilà, très important ce temps de pause et ce retour progressif pour le jeune. Alors c'est vrai que le premier temps, c'est ça, c'est la pause. Le deuxième temps, c'est on teste, on regarde ce qu'on peut faire. Et le troisième temps, c'est plutôt quand on a le retour des bilans, des certificats ou des retours de thérapeutes. Et là, c'est super, on va dire, si le médecin qui s'en occupe peut participer à une réunion d'équipe éducative. Mais après, sinon, là, le plus important, c'est les parents qui soient relais, en fin de compte, de tout ce qu'ils ont eu comme retour pour formaliser un plan d'accompagnement qui soit vraiment adapté au profil du jeune. Et là, je veux dire, à partir du moment, tout ça, on le met en place, on ne peut que aller vers un mieux. C'est-à-dire, il faut aussi être conscient qu'il y a des améliorations qui peuvent être vues dans les parcours et il faut aussi entendre dans un parcours de phobie scolaire que c'est des parcours par palier. C'est-à-dire qu'un enfant qui revient à l'école, ça ne veut pas dire que c'est gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va pouvoir y arriver, il va tellement encore prendre sur lui parce que c'est ses anciennes habitudes, le trouble anxieux est encore trop présent et il risque de craquer. Mais tout de suite, on fait une pause, on fait un emploi de temps ménagé et on recommence doucement. Et c'est en fin de compte, c'est ça, c'est cette avancée-là par palier qui fait que petit à petit, il raccroche les wagons. Donc, et alors, une chose essentielle, sensibiliser la classe, c'est-à-dire prévenir les autres jeunes
pourquoi lui ne vient que 2 heures, 3 heures ou 4 heures par semaine, parce qu'en fin de compte, ça peut être très mal interprété et ça peut être sur de harcèlement. Et aussi également sensibiliser les professeurs. On peut aussi prévoir un lieu sécur pour le jeune au sein d'un établissement. Voilà, ça peut être alors dans les collèges ou lycées, par exemple au CDI, ou bien une pièce où ils peuvent aller souffler et juste décompresser. Ensuite, il y a aussi l'adulte référent. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être moteur pour le jeune. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très aidant. Je me souviens, le premier qui s'était proposé, c'était son professeur d'anglais pour mon plus jeune. Et ensuite, c'est le CPE qui s'est proposé. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, il savait vers qui se tourner quand ça n'allait pas. Voilà. Et on évite de choisir des infirmières scolaires ou les assistantes sociales ou médecins scolaires parce qu'en fin de compte, c'est une denrée très rare au sein de nos établissements scolaires. Et on est plus en perdition de tout ce personnel-là, et surtout les infirmières scolaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une infirmière scolaire est sur plusieurs établissements et ils sont peut-être maximum 2 jours dans un établissement. Le trio gagnant, c'est donc l'interaction entre l'école, l'enfant et le thérapeute, mais également la pause de 3 semaines. Ensuite, l'emploi du temps aménagé, avec un retour progressif. D'autres actions peuvent être mises en place, comme le lieu sécure pour le jeune, venir qu'aux récréations, l'adulte référent ou encore participer aux activités extrascolaires. Mais alors Odile, avez-vous remarqué que les structures scolaires sont formées pour venir en aide aux jeunes ? Alors la réponse serait plutôt non. Les structures scolaires ne sont pas formées à accueillir ces jeunes, même si on note de plus en plus une vraie volonté de le faire. Une vraie volonté tout en notant quand même ce manque de formation, ce manque de personnel aussi. Christelle, tu le soulignais tout à l'heure, on a très très peu d'infirmières scolaires, de médecins scolaires. Donc, il y a un cruel manque de formation dans les établissements scolaires. Écoutons le dernier témoignage. Je m'appelle Clémence, j'ai 20 ans et à l'âge de 15 ans, j'ai déclenché une phobie scolaire lors de mon entrée en seconde. J'ai décidé de partager mon histoire parce que du temps a passé maintenant, j'ai 20 ans. Et il y a 5 ans que ça s'est déclenché et ma vie a beaucoup changé depuis. Et je fais ce témoignage dans l'idée et dans l'optique d'encourager les jeunes qui sont qui traversent cette période-là en ce moment, et aux parents qui peuvent être un peu dépassés par les événements, qui ne savent pas trop quoi faire, penser qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. Je leur dédie vraiment ce témoignage afin qu'ils soient rassurés et qu'ils aient un minimum de soutien et je sais pas, peut-être qu'ils se reconnaîtront dans mon histoire. Alors déjà je vais me présenter un peu et je vais vous décrire un petit peu la petite fille que j'étais à l'école, puisque c'est ça qui nous intéresse. Aussi loin que je me souvienne, ma première rentrée scolaire, quand mes parents m'ont déposée devant le portail de l'école maternelle du coup, j'ai toujours pleuré quand mes parents me déposaient à l'école. J'étais une petite fille très angoissée à l'idée de quitter mes parents, très angoissée à l'idée d'être entourée d'enfants de mon âge. J'étais bien qu'entourée d'adultes et pas d'enfants. J'étais très angoissée, j'étais vraiment une petite fille très angoissée et qui se sentait en permanence en insécurité. Et ça, c'était très très angoissant pour moi. J'avais du mal à m'intégrer avec les enfants de mon âge, avec les pères, comme on dit, P-A-I-R-S. Je rencontrais beaucoup de difficultés à m'intégrer aux récréations. J'étais tout le temps seule, et pour pas qu'on remarque que j'étais seule, j'allais aux toilettes en général. Je m'enfermais dans les toilettes pendant tout le temps de la récréation et j'attendais que ça passe. Et ça a été comme ça pendant toutes mes années maternelles, toutes mes années primaires, mes années collège aussi. J'ai toujours été une enfant seule, qui rencontrait beaucoup de difficultés pour s'intégrer. Et au collège, au niveau des relations avec les autres, ça s'est un peu dégradé parce que j'ai eu des petits soucis avec quelques filles qui m'ont un peu tourné le dos. Suite à différentes histoires, suite à probablement mes erreurs et à leurs erreurs aussi, enfin des problèmes d'adolescente, je me suis retrouvée également toute seule.
Et suite à ça, j'ai vraiment appréhendé tous les matins d'aller à l'école. C'est-à-dire que par exemple, tous les dimanches soirs, j'étais angoissée à l'idée de recommencer une nouvelle semaine, à l'idée de retourner encore une fois au collège, d'être toute seule, d'être entourée de jeunes avec qui je ne m'entendais pas ou avec qui je n'avais pas de lien. Je me sentais un peu différente et bizarre parce que je n'avais aucun... J'avais l'impression de n'avoir aucun point commun avec eux, de ne pas être assez bien, d'être étrange, d'être bizarre, parce que personne ne me parlait. Et peut-être qu'avec le recul, maintenant, personne ne me parlait parce que je devais être probablement assez froide, parce que je me rends compte aujourd'hui avec le recul que je n'étais pas heureuse et que du coup, je me renfermais énormément sur moi-même et que probablement, même si un groupe de jeunes avait essayé de m'approcher... peut-être que mes réactions les auraient un peu refroidis parce qu'ils se seraient retrouvés face à un mur et ça, c'est pas vraiment évident. Et au niveau scolaire, j'ai toujours été une enfant qui avait des bonnes notes sans forcément travailler, c'est-à-dire que j'écoutais en cours et ça me suffisait largement. Je ressentais pas le besoin de réviser pour approfondir mes connaissances, etc. J'écoutais en cours et ça me suffisait largement. J'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai jamais été en retard. Et même souvent au collège, en général, je terminais toujours les exercices qui étaient demandés à faire en cours à l'avance. Et quand je terminais en avance, forcément, je devais attendre les autres. Et ça me provoquait des crises d'angoisse parce que l'ennui m'angoissait énormément. C'est-à-dire que quand je ne faisais rien, je m'ennuyais forcément. Et quand je m'ennuyais, je réfléchissais. Et je réfléchissais à beaucoup de sujets différents et à beaucoup de sujets qui pouvaient être très angoissants pour une jeune fille. J'avais le cerveau qui n'arrêtait pas de tourner en roue libre et je n'arrivais pas à m'arrêter. Ça me provoquait souvent des très grosses crises d'angoisse. Et pour revenir sur le point de vue relationnel, suite aux soucis que j'ai rencontrés quand j'étais au collège, j'avais pris la décision d'aller dans un lycée qui était plus éloigné de chez moi afin de changer totalement d'environnement social. C'est-à-dire que je ne voulais plus voir les mêmes personnes, je voulais aller dans un lycée où je ne connaissais personne parce que je m'étais dit que si je rencontrais de nouvelles personnes, j'allais réussir à mieux m'adapter, que les choses allaient forcément être différentes et que je me sentirais mieux. Donc du coup, j'ai voulu m'inscrire dans un lycée qui était loin de chez moi. Donc je suis partie vivre chez mon père. Et j'ai fait ma première entrée au lycée. Et ça a été une véritable catastrophe. Mon père me dépose devant le lycée le matin. Comme tout le monde, j'attends à l'extérieur du bâtiment. Je suis toute seule, mais pour l'instant, je n'angoisse pas. Tout va bien, je me dis que ça va bien se passer, etc. Je passe les portes du lycée. Vraiment physiquement, je passe les portes du lycée et je me suis directement sentie comme si j'avais deux murs à côté de moi qui m'entouraient et qui se repliaient sur moi-même. C'est-à-dire je me sentais compressée, je me sentais renfermée, pas bien, j'étais angoissée, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais l'impression de tomber dans les pommes, j'avais chaud et c'était vraiment physiquement, j'étais malade en fait. Dès que je suis rentrée dans ce lycée, que j'ai vu tous ces gens, etc., j'ai vraiment été physiquement malade. Et en fait, ce qui m'a rendue comme ça, c'est que je pense maintenant avec le recul, c'est qu'à ce moment-là précis, quand je suis rentrée dans ce lycée et que j'ai vu que je me sentais toujours aussi mal que quand j'étais au collège, etc., je me suis dit à ce moment-là qu'en fait le problème ce n'était pas les autres et ce n'était pas mon environnement d'avant. Je me suis dit le problème à ce moment-là c'est moi. C'est moi qui ne vais pas bien, j'ai beau changer d'environnement et de lieu, je ressens toujours la même chose. Et en fait je pense que cette prise de conscience-là m'a provoqué une angoisse, mais une angoisse tellement forte que tout est ressorti, en fait, tout ce que j'ai accumulé, tout ce dont je n'ai jamais parlé à personne, parce que tous mes problèmes scolaires, je n'en ai jamais parlé à personne, je n'en ai jamais parlé à mes parents, j'ai tout gardé pour moi, et toute cette accumulation-là a provoqué ce sentiment d'être malade physiquement. C'est-à-dire que le lycée, l'environnement du lycée, les bâtiments du lycée, les salles du lycée me rendaient physiquement malade. Mais vraiment physiquement malade. J'avais des nausées, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais les mains moites. Et donc j'ai fait cette première journée au lycée, je suis ensuite rentrée chez mon père
Et mon père n'étant toujours pas rentré du travail, je me suis enfermée chez mon père, je me suis mise dans le canapé et j'ai pleuré. Je ne voulais plus y retourner. Je ne voulais plus retourner au lycée. J'étais paniquée à l'idée d'y retourner le lendemain matin. Je ne voulais pas y aller. J'ai fait part de ce sentiment-là à mon père qui n'a absolument pas compris. Parce que pour mon père, ça allait être évident que j'allais réussir à... Enfin, personne en fait n'a jamais soupçonné ce qui pouvait... Ce qui s'est produit en réalité, parce que tout le monde me disait tout le temps, bon, t'es une bonne élève, on sait pas de soucis pour toi, etc. Et là, ce qui m'est arrivé, c'était tellement soudain et incompréhensible, parce qu'en soi, je n'arrivais même pas à l'expliquer. Je n'arrivais pas à expliquer ce qui s'était passé, ce que je ressentais. Je passais mon temps à dire, je ne veux pas y aller. S'il vous plaît, ne me forcez pas à aller là-bas. Et le soir de cette première rentrée en seconde, j'ai appelé ma mère en larmes en lui expliquant que c'était pas possible, qu'il fallait trouver une autre solution, que je ne pouvais pas y aller. Et ma mère m'a dit exactement la même chose que mon père, que non, que c'était sûrement le stress et que j'allais réussir à m'intégrer, que j'allais m'adapter, etc., etc., etc. La nuit se passe et le lendemain, donc le deuxième jour de lycée, j'étais pareil, physiquement malade. J'ai failli m'évanouir dans les escaliers. Tellement j'étais paniquée et stressée, et en fait je ne suis pas allée en cours. Je n'ai pas réussi, je ne sais pas même à l'heure actuelle je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais physiquement malade et personne ne savait ce qui se passait. Donc ma mère a décidé de venir me récupérer chez mon père et de m'emmener voir un médecin. Et ma mère m'a expliqué par la suite que quand elle m'a récupérée ce jour-là, elle a pris peur parce que physiquement en quelques jours j'avais énormément changé. Elle m'avait dit qu'elle s'était inquiétée pour moi parce que physiquement j'étais très très pâle, j'étais amaigrie, j'avais les yeux très rouges et marqués parce que je passais mon temps à pleurer tellement j'étais angoissée, etc. Ma mère a pris la décision de m'envoyer voir de m'emmener chez le médecin de famille. Donc on a pris rendez-vous chez le médecin famille qui me suit depuis que je suis toute petite. Il m'a fait un certificat d'absence pour lycée pendant quelques jours, juste histoire que je reprenne mes esprits, etc. Et moi, j'avais clairement expliqué au médecin que pour moi, c'était impossible de retourner au lycée, qu'il fallait trouver une solution. Et le médecin a conseillé à ma mère de m'emmener voir une psychologue. Donc, on a pris rendez-vous chez une psychologue. Et c'est la première psychologue que j'ai vue après ce moment-là. Et en fait, elle a directement mis les mots sur ce qui n'allait pas. Elle m'a rassurée en m'expliquant que peut-être que le système scolaire n'était tout simplement pas fait pour moi. Ce système-là, en tout cas, n'était peut-être pas fait pour moi, mais qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il y avait différentes alternatives. Et elle a posé le mot déscolarisation. Et quand elle a employé ce mot-là, ma mère a un petit peu pris peur, forcément, parce que c'est peu commun de parler de déscolarisation, ou en tout cas ça peut faire peur parce que c'est un terme qui est relativement assez fort. Ma mère a décidé de m'envoyer, de prendre rendez-vous chez un pédopsychiatre, et donc d'avoir comme un deuxième avis. Et ce pédopsychiatre a expliqué à ma mère qu'il fallait me forcer à aller au lycée, que dans tous les cas je n'avais pas le choix, que c'était pour mon bien, qu'il fallait que je m'endurcisse et que ça allait passer. Ce n'est absolument pas passé. Ma mère, suite à ce rendez-vous avec ce pédopsychiatre, a décidé de m'inscrire dans un nouveau lycée, dans un autre lycée, pour voir si j'allais me sentir mieux. Donc un mois après, donc au mois d'octobre, un mois après la rentrée, je fais ma seconde rentrée du coup dans ce nouveau lycée, et ça a été 2 fois plus la catastrophe, parce que là je me suis vraiment sentie forcée. Je me suis sentie pas entendue, parce que j'avais fait part de mes angoisses au médecin, à mes parents, angoisses qu'ils n'avaient sûrement pas compris. J'étais physiquement malade toute la journée. J'ai harcelé ma mère de messages en la suppliant de venir me récupérer. Et donc ma mère, ce jour-là, était tellement déboussolée qu'elle a appelé le dernier pédopsychiatre que j'ai vu. Et ce pédopsychiatre a conseillé à ma mère de ne pas venir me chercher, de me laisser au lycée et de venir me récupérer le soir, et que dans tous les cas, ça allait aller et que j'allais m'adapter. Sauf que ma mère est donc venue me récupérer le soir, et quand elle a vu l'état dans lequel j'étais, quand elle m'a récupérée, elle s'est effondrée en larmes dans la voiture, et elle m'a juré qu'elle ne me forcerait pas à retourner dans ce lycée-là.
Donc tout le monde était perdu parce que je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait en moi. Je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je n'arrivais pas à aller au lycée, pourquoi juste être dans le lycée me rendait physiquement malade, pourquoi je ne me sentais pas à l'aise avec les autres personnes de mon âge. Tout ça est ressorti d'un seul coup quand j'ai fait mon entrée au lycée. Donc ma mère étant complètement perdue, elle a téléphoné au médecin de famille. Et ce médecin de famille nous a orientés vers un hôpital de jour. Un hôpital de jour pour adolescents. Et dans cet hôpital de jour, j'ai vu des infirmiers, des pédopsychiatres, des psychologues, tout un cadre hospitalier. Et dans cet hôpital de jour, j'y ai passé 3 matinées par semaine pendant 3 mois. Parce que c'était ce qu'on appelle du soin intensif. C'est-à-dire que j'étais en consultation 3 fois par semaine avec une pédopsychiatre et un infirmier et une psychologue. Donc ça a vraiment été une thérapie en 3 mois. J'ai dû expliquer ce qui se passait pour moi au collège, mais également dans ma vie personnelle, des choses dont je n'ai jamais abordé, des choses que j'ai accumulées tout au long de ma construction de jeune fille et qui sont ressorties à ce moment-là. Et en fait, la psychologue qui m'a suivie m'a expliqué que quand le cerveau a trop accumulé, quand l'esprit ne peut plus accumuler de mal-être, etc., c'est le corps qui réagit. Et là, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai tellement accumulé, je n'ai jamais parlé de mes soucis au collège. Je n'en ai jamais fait part à personne, que c'est mon corps qui a réagi. Et la psychologue a parlé réellement de traumatisme quand j'ai passé la porte du lycée et que je me suis aperçue que finalement ce que je ressentais depuis toujours quand j'étais à l'école n'avait absolument pas changé dans ce nouveau lycée. Donc du coup, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été très rapidement pris en charge par les médecins. C'est-à-dire que j'ai fait une thérapie. J'ai suivi une thérapie et j'ai fait une année de thérapie, une année où je n'ai pas été en cours. Une année où je n'ai pas été en cours, donc j'ai fait ce qu'on appelle une année blanche. Alors il faut savoir que ce n'est quand même pas anodin de rater une année de scolarité, mais j'ai eu de la chance d'avoir un excellent médecin de famille qui a fait tout au long de l'année des certificats pour justifier mon absence au lycée, parce que j'ai lu énormément de témoignages d'enfants et de parents qui étaient complètement déboussolés parce qu'aucun médecin n'acceptait de leur faire des certificats pour justifier de leur absence à l'école, parce qu'ils n'ont pas été pris en charge, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin, parce qu'ils n'ont pas d'accès dans les centres médico-psychologiques, parce qu'ils ne trouvent pas de psychologue, parce que les places dans les cabinets, il y a très très peu de places, les prises en charge sont très très longues. Donc moi j'ai eu relativement assez de la chance parce que mes parents n'ont pas été embêtés vis-à-vis de mon absence au lycée par différents services. Voilà. Donc j'ai fait une année blanche, une année où je me suis soignée. Et l'année d'après, j'ai décidé de m'inscrire avec mes parents, bien sûr, en accord avec eux. On a pris la décision de m'inscrire au CNED, donc c'est-à-dire au Centre National d'Éducation à Distance. Et j'ai fait mes 3 années de lycée à distance, chez moi, à la maison. Alors il faut savoir que quand j'ai mentionné l'idée de prendre des cours d'étudier complètement à la maison quand j'ai parlé de ces idées-là aux médecins, les médecins étaient formellement contre. Ils disaient que je risquais de me renfermer, que je n'oserais plus sortir de chez moi, que j'allais devenir agoraphobe, etc. Ils m'avaient vraiment peint le pire des tableaux, je pense pour me dissuader de prendre cette décision, parce que je pense que pour eux, la meilleure des décisions, c'était que je continue le cursus normal, d'aller au lycée tous les jours, et ils pensaient vraiment que c'était la meilleure chose pour moi, alors que moi, je savais pertinemment que pour moi, pour ma santé, ce n'était pas la meilleure chose. Loin de là. Là, j'avais besoin de me recentrer sur moi, de prendre soin de moi, de suivre cette thérapie qui m'a fait énormément de bien, et d'étudier dans un environnement sain. Donc pour l'instant, à ce moment-là, le seul environnement sain que j'avais, c'était chez moi. Et j'ai passé 3 ans, enfin du coup en tout 4 années, plus l'année blanche, j'ai passé 4 années chez moi, seule à la maison, à étudier. Alors effectivement, la première année que j'ai passée
seule à la maison, je me suis complètement renfermée sur moi-même. Parce que je suivais une thérapie, parce que je parlais de choses qui me faisaient du mal, parce que j'avais peur pour mon avenir aussi. Parce que je me suis dit, si j'ai peur d'aller au lycée, de quoi j'aurais peur après ? Ça me paraissait ridicule d'avoir peur d'aller au lycée, d'avoir peur d'aller dans quatre murs, ça n'avait aucun sens, d'avoir peur des gens de mon âge, ça n'avait aucun sens, je me sentais ridicule et bête. Alors que je n'aurais pas dû me sentir comme ça. Ce n'est pas une honte. La phobie scolaire, je pense que c'est le résultat de diverses angoisses, de divers problèmes qui n'ont jamais été abordés. La phobie scolaire, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le résultat de tout ce qui n'allait pas avant, c'est la manifestation corporelle de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas, en fait. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est ce que une psychologue m'avait expliqué. Quand on ne peut plus accumuler, quand la tête est trop fatiguée, c'est le corps qui réagit. Et c'est comme ça que moi que j'expliquerai la phobie scolaire, et c'est comme ça que je l'ai ressenti. La phobie scolaire, ça a vraiment été le résultat, ça a vraiment été la manifestation de mon corps qui m'a dit que c'était trop, qu'il fallait que je parle de tous mes soucis, qu'il fallait que je règle tous les problèmes, tous mes problèmes, et que j'avance. Voilà ce que c'est pour moi la phobie scolaire. Donc forcément, la première année, j'étais perdue. J'étais complètement perdue, j'avais peur de tout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. La deuxième année, j'ai commencé à étudier au CNED, donc j'ai fait ma seconde qui s'est très bien passée. J'étudiais tout le temps constamment chez moi. Quand je suis passée en première, j'ai senti le besoin de me réouvrir à nouveau vers l'extérieur. Donc j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de sport, dans un club de sport. J'y allais plusieurs fois par semaine, ça me faisait du bien. Et la troisième année, j'ai décidé de travailler en même temps. Du coup, quand j'étais au CNED, c'est moi qui aménageais mes horaires. Et du coup, j'ai pu avoir un petit boulot en tant que serveuse. Donc serveuse, c'est quand même un métier où on est en contact avec des clients, avec des clients, avec des gens. Et moi qui étais restée 3 ans chez moi toute seule à ne parler à personne, c'était quand même un grand pas. Et j'ai parlé de tout ça à mes patrons, et je suis tombée sur des patrons très très compréhensifs, qui m'ont bien aidée, ils m'ont aidé à m'adapter, ils m'ont fait prendre confiance en moi, ils m'ont appris plein de choses, et vraiment le métier de serveuse m'a vraiment permis de m'ouvrir vers les autres, de prendre confiance en moi, et de me tourner vers l'avenir sereinement. Voilà, aujourd'hui j'étudie en fac, je passe en 2e année de sociologie anthropologie, et actuellement quand je vous fais cet audio, on est l'été 2022 et je suis actuellement en saison à la plage en tant que serveuse dans un îlot village. C'est ma 2e saison, j'étais partie en saison l'année dernière, donc j'étais partie loin de chez moi sans voir mes parents pendant 3 mois, et je refais la même chose cette année. Donc il y a quand même beaucoup de chemin parcouru. La phobie scolaire, c'est pas quelque chose qui nous définit. C'est un mauvais passage. C'est un très très mauvais passage. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, que ça me soit arrivé lorsque j'avais 15 ans, parce que j'ai pu mettre des mots dessus. Alors que je pense que quand on est plus jeune, quand ça nous arrive, quand on a 7, 8 ans et encore même plus jeune, ça doit être très très compliqué, parce que les enfants ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, et du coup les parents ne comprennent pas. Mais il y a toujours des solutions. Le système scolaire traditionnel à l'école, etc., tout le monde le fait, oui, mais il peut y avoir d'autres moyens d'étudier. Il y aura toujours des alternatives. Si le système scolaire tel qu'il est ne vous convient pas, ça ne veut pas dire que vous êtes anormaux. Ça veut juste dire que il vous faut autre chose, quelque chose de plus adapté, quelque chose qui vous correspond plus, qui vous permet de vous mettre d'être plus à l'aise, d'étudier plus sereinement, d'avoir vos propres méthodes de travail. Moi, je sais que là, avec la fac, je n'ai pas senti de très très gros changements par rapport à mes années d'études au lycée à travers le CNED, parce que grâce au CNED, en travaillant toute seule, j'ai pu acquérir une forme d'autonomie qui me sert énormément aujourd'hui à la fac. Donc, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Et je tiens à dire à tous les parents qui m'écoutent et qui sont un peu perdus en ce moment avec leurs enfants, j'espère qu'ils arriveront à être pris en charge par des personnels de santé compétents, qui soient à l'écoute,
qui vous accompagne et pas qui vous dicte des façons de faire. Vous connaissez vos enfants, écoutez vos enfants. Moi, j'ai eu de la chance que mes parents m'écoutent énormément. Ils m'ont fait confiance quand je leur ai dit que ce n'était pas fait pour moi et qu'il fallait trouver une autre alternative. Ils ont fini par me faire confiance et par m'écouter, et aujourd'hui, ils ne regrettent pas. Même si ça peut être effrayant et vertigineux, il ne faut pas forcer un enfant à aller à l'école. Si ça va le rendre malade, physiquement malade. Je pense que c'est la pire des choses à faire. Écoutez-vous, écoutez les enfants, et surtout si vous traversez en ce moment même ce que j'ai pu vous raconter durant ce témoignage, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, on peut toujours avancer. Ce n'est pas une fin en soi. Il y aura toujours différentes manières de faire, et vous trouverez toujours quelque chose qui vous correspondra mieux que ce qu'on peut vous proposer actuellement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé et rassuré, surtout sur ce qu'est la phobie scolaire, sur ce que ça peut engendrer, et surtout sur l'après, et que ça donnera un petit peu de courage aux parents et aux enfants. Quelles sont vos notes positives de fin, Odile, Christelle? Dans la feuille de route de l'association, une de nos actions est d'alerter les politiques. Au vu de l'augmentation des cas de phobie scolaire, des difficultés à mettre en place des accompagnements tant auprès de l'éducation nationale que les délais d'obtention de rendez-vous auprès des professionnels de la santé, on a créé une tribune que nous avons fait parvenir aux députés et aux sénateurs, les interpellant sur la problématique et aussi en leur proposant des solutions, des actions. Donc, une des actions qui a été retenue, c'est l'APAD, donc le SAPAD ex-l'APAD. Donc, ce SAPAD n'était pas forcément attribué aux jeunes en phobie scolaire. Il était réservé aux jeunes dans les hôpitaux ou souffrant d'autres maladies. Grâce à notre intervention, actuellement, l'APAD, donc ex-SAPAD, est attribué maintenant à tous les enfants en phobie scolaire. Les retours qu'on a des différents départements, c'est que 50 à 90% des demandes d'APAD actuelles sont liées à la phobie scolaire. Et donc, on entend ça dans plusieurs départements, et c'est ce qui a aussi permis de tirer la sonnette d'alarme et de faire réaliser au rectorat et aux académies que le phénomène de la phobie scolaire prend de l'ampleur. Et c'est justement grâce à notre tribune, c'est la continuité en fin de compte, parce que c'est vrai qu'on a retrouvé tous les termes qu'on a proposés, on les a retrouvés dans le PAI, donc c'est le plan d'accompagnement individualisé, et on le retrouve également dans la PAD. Donc c'est effectivement lors des réunions d'équipe éducative, c'est ce qu'on invite à mettre en place, et nous on a même créé un PAI pour la phobie scolaire, donc qu'on met à disposition de nos membres adhérents, et effectivement aussi des établissements à leur demande pour connaître les aménagements et mieux adapter la prise en charge. L'association Phobie scolaire est composée de parents concernés. Manque de représentants et représentantes en Corse, vous pouvez être le relais régional de l'association si vous avez eu une phobie scolaire plus jeune, ou bien si votre enfant en a ou en a eu une. Tous les membres sont bénévoles, l'association sensibilise et la référente phobie scolaire pour les institutions publiques et les structures scolaires, mais également pour les parents et les jeunes. Soutien aux familles, aide à la parentalité, aide aux échanges avec les équipes scolaires, recherche de réflexion avec les professionnels de santé. La phobie scolaire n'est pas sexiste, elle touche autant les jeunes filles que les jeunes garçons, et les témoignages en attestent. Par contre, au niveau de l'engagement associatif, je me rends compte que les mères s'engagent plus que les pères. Une étude INSEE nous dit que l'engagement bénévole est assez mixte,
mais 3 secteurs sont bien genrés. 68% des bénévoles dans le sport sont des hommes, contre 68% également des bénévoles dans l'éducation que sont des femmes. Et elles sont également plus présentes à hauteur de 62% dans des missions bénévoles de santé. On comprend aussi pourquoi ces domaines, car les enfants sont généralement associés à la mère, le soin, le domaine du care également, tandis que le loisir sportif est bien plus masculin. Pour analyser davantage, on pourrait étudier les chiffres par domaine. Bref, décloisonnons tout ça, décloisonnons la phobie scolaire pour qu'elle soit reconnue pour qu'elle soit mieux prise en charge et que les jeunes se sentent mieux et moins stigmatisés. Alors, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur les émotions. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, à Podcast ou Sexiste. À bientôt.